Très bien. Alors, je pense que Clément Nguyen, est-ce que vous avez un deuxième numéro à nous... Il est en ligne, oui. Ah, donc sera disponible d'ici quelques minutes. Ok. Donc, nous échangeons, chers auditeurs, avec le technicien. Nous échangeons avec la technique. Avec la technique. Les aléas du direct. N'étant pas très très doué en langage des mains et donc voilà, écoutez, d'ici quelques minutes, nous entendrons Clément Nguyen qui vous présentera sa publication, mais surtout, alors lui, vous m'en aviez parlé hors antenne, c'est un spécialiste de toute la question asiatique, c'est ça? De toute chinoise notamment. Il a co-dirigé avec, il a été l'un des principaux artisans de notre dossier Dynamiques eurasiennes sur les routes de la soie. Ça, c'est un sujet qui est très à la mode en ce moment. Qu'il connaît et très bien. Et mais de spécialité, c'est avant tout un spécialiste de l'Afrique et de la politique extérieure américaine. D'accord. Il y a dans nos jeunes un très brillant jeune asiatisant que j'espère vous faire intervenir bientôt, qui s'appelle Aurélien. D'accord. Voilà. Très bien. C'est bon, donc nous l'avons en ligne. Par contre, chers amis qui êtes dans le studio, il va falloir mettre les casques si vous voulez pouvoir entendre votre camarade de combat, Clément Nguyen. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Je vous laisse à votre complice, si j'ai bien compris, Pierre-Yves Rougeron. Les auditeurs auront le plaisir de vous entendre présenter en duo avec lui donc votre prochaine publication. Voilà, je vous laisse entre ses mains. Merci. Bonsoir Clément. Bonsoir Pierre-Yves. Bon. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc ton ouvrage à paraître, Le Dragon et l'Aigle, lutte d'influence en Afrique subsaharienne. J'aimerais, parce qu'on entend à peu près tout et n'importe quoi, parce que ton ouvrage est extrêmement détaillé, j'aimerais qu'on reste, si tu veux, au niveau stratégique, qu'on n'aille pas trop sur le terrain, parce que pour ne pas perdre des éditeurs non spécialistes. Mais moi, ce que j'ai eu le plaisir de lire, en tout cas de feuilleter lourdement cet ouvrage avant sa sortie, il y a quelque chose qui détonne complètement par rapport à ce qu'on entend habituellement sur ce sujet-là. Tu n'es pas alarmiste. Non, je ne suis pas forcément alarmiste autour de la question... je pense que tu fais référence à la question de l'endettement, de la diplomatie de la trappe à dette. Oui, parce que l'on dénonce souvent. Aujourd'hui, c'est très drôle d'ailleurs, parce que c'est une mode qui est venue en parallèle, que beaucoup de gens se plaignent de la Chine où qu'elle soit, et on a tendance, en tout cas dans les médias ici, à dire que la Chine est en train de détrousser l'Afrique, que tout le monde est en train de détrousser l'Afrique surtout, mais la Chine en particulier, et que ça ne peut que faire naître des tensions croissantes entre grandes puissances qui pourraient nous mener à des extrémités. Et étonnamment, j'ai trouvé ton approche beaucoup plus... je voudrais que tu détailles pourquoi ton ouvrage n'est vraiment pas inquiétant par rapport à la littérature telle qu'on la voit aujourd'hui. En fait, je suis revenu sur déjà cette expression de la diplomatie de la trappe à dette, qui nous provient d'un analyste un peu polémique d'ailleurs, indien, et qui a été progressivement repris par l'administration américaine et par les grands médias occidentaux. Et on remonte cela au Sri Lanka, à l'affaire sri-lankaise, avec la reprise en décembre 2017 du port d'Hambantota par la compagnie China Merchants, qui était pour une concession de 99 ans. Donc l'objectif principal, on va dire, entre guillemets, de cette guerre de l'information, était de faire de l'exemple sri-lankais une jurisprudence et d'avancer la toxicité des prêts chinois auxquels sont rattachés automatiquement des saisies d'actifs en cas de non-remboursement des prêts. Donc il suffit de mener une étude un peu plus poussée sur ce cas précis pour voir que les prêts chinois ne comptaient que pour un peu moins de 10% de la dette extérieure sri-lankaise, et qu'en fait le problème d'endettement du Sri Lanka, c'était surtout qu'après la crise de 2007-2008, la grande crise mondiale,
comme beaucoup d'autres économies émergentes, le Sri Lanka s'est tourné vers les marchés internationaux pour emprunter à taux bas et s'est retrouvé en fait dans un problème classique d'emprunt de plus en plus important pour payer les dettes et les déficits. Et un retournement de cycle multipliait les risques associés, quoi. La question était de savoir si cet imbroglio autour de ce dossier sri-lankais pouvait être transposé à plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et voir quelle était la part de la Chine, notamment dans la dette extérieure de plusieurs pays africains. Voilà. Même au-delà de l'affaire de la dette, si on prend... tu commences d'ailleurs ton ouvrage par là, lors d'un grand symposium, disons, comme l'administration américaine a la chance et l'intelligence de disposer de plusieurs symposiums d'experts. Dans un de ces symposiums que tu résumes, des ambassadeurs américains sont arrivés à la logique suivante: il n'y a aucune raison d'une confrontation directe entre Chine et États-Unis sur les territoires africains, parce qu'aucun des deux pays ne possède d'intérêts vitaux là-bas. Et donc, tu le résumes très bien, il y a 3 attentes principales de ces deux grandes puissances vis-à-vis de l'Afrique: les ressources, les débouchés et le soutien dans les collèges internationaux. Voilà, les leviers d'influence diplomatique à l'échelle régionale et internationale. Mais peux-tu... Alors que d'habitude, on présente l'accès aux ressources comme belligène. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? L'accès aux ressources peut revêtir un caractère belligène lorsque une des deux puissances extracontinentales obtient un monopole sur un type de minerais ou de ressources extraites. Justement, un peu plus loin dans le livre, je prends l'exemple du Katanga. Donc, la province du Katanga en République démocratique du Congo. Lors de ce qu'on a appelé la première grande guerre mondiale africaine en 96-97, le renversement du maréchal Mobutu et l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, de 96, on va dire, à 2005, les grandes compagnies minières canadiennes, australiennes, américaines étaient extrêmement majoritaires dans l'extraction du cuivre et du cobalt dans cette province. À partir de 2009-2010, il y a eu évidemment, on est post-crise mondiale et période d'effondrement des cours. Donc beaucoup de ces compagnies ont eu des programmes de trésorerie et se sont petit à petit désinvesties ou fait racheter par des compagnies d'État chinoises qui, elles, ont le bénéfice de bénéficier du soutien financier de l'État chinois. Et beaucoup de rapports, on va dire, américains du département de l'Intérieur, du bureau géologique du département de l'Intérieur américain ont mentionné, surtout à partir de 2017, donc première année de l'administration Trump, que la situation monopolistique de ces compagnies chinoises aujourd'hui dans les secteurs du cuivre et du cobalt congolais posait d'énormes problèmes, notamment sur les futures technologies, que ce soit militaires ou civiles. Donc tout ce qui est technologie duale, l'utilisation du cobalt, notamment pour les futurs, tout ce qui relevait des futurs véhicules électriques, toutes ces applications civiles ou militaires que les États-Unis affectionnent tant. Aujourd'hui, toi, donnes-tu crédit à cette expression qui se répand, et c'est très drôle d'ailleurs, vu qu'elle est passée d'une expression prohibée à une expression qui aujourd'hui est reprise dans toute la presse française, donc quand la presse française dit quelque chose, il faut s'en méfier quand même. Pour toi, la Chine-Afrique, ça recouvre quoi ? Parce qu'on nous a déjà fait le coup de la France-Afrique qui nous a coûté très cher il y a quelques années. Donc, pour toi, la Chine-Afrique, est-ce que ça recouvre réellement quelque chose ? Ou qu'est-ce qu'il y a derrière ? Non, la Chine-Afrique, c'est tout d'abord un besoin de la Chine. Bon, un besoin, c'est arrivé comme un besoin en matière première. Donc là, nous sommes dans la période 1996-2006.
C'est ce que j'appelle la première Chine-Afrique. Pékin arrive sur le continent, met en place, la première puissance d'ailleurs, à mettre en place un forum de coopération Chine-Afrique, donc la première édition en l'an 2000 à Pékin. Donc recherche diplomatique pour évincer notamment Taïwan du continent, avoir un accès privilégié à plusieurs ressources, matières premières, notamment par des tractations bilatérales. C'est dans ce sens d'ailleurs que le mot Chine-Afrique prend son sens. Lorsqu'on parlait de France-Afrique dans les années de guerre froide, on parlait foncièrement d'un système bilatéral. La Chine-Afrique, c'est par ses activités de prêt et en échange de prestations de services, notamment dans les infrastructures, en échange d'un approvisionnement préférentiel, que ce soit en fer, en cuivre ou en pétrole. C'est essentiellement cette première Chine-Afrique. Après, il y a la deuxième phase où l'on remarque dans l'évolution du stock d'investissement chinois, on remarque la place prépondérante dans les secteurs de la construction, des infrastructures. Aujourd'hui, dans les activités de prêt des banques chinoises, le secteur des infrastructures de transport est supérieur même aux activités minières et pétrolières. Donc là, c'est la deuxième Chine-Afrique avec un volet sécurité qui se raccorde progressivement à partir des années 2014-2015, car les pays africains demandent une implication un peu plus politique et à la Chine, et qu'elle se comporte un peu moins comme un partenaire économique désintéressé des affaires du continent. Je pense que Laurent et puis Anne-Laure d'abord, parce que c'est même tout seigneur tout honneur, a une question pour toi. Alors moi j'ai deux questions, cher monsieur. D'une part, lorsque le modèle sri-lankais a été pris comme support de communication au motif que la Chine profitait du fait qu'elle accordait des emprunts pour ensuite se saisir, est-ce que j'ai bien compris, d'un certain nombre d'actifs des États à qui elle avait prêté de l'argent. Ceci a été dénoncé, donc, si j'ai bien compris, dans la presse occidentale. Est-ce que il s'est pas trouvé un expert en économie ou un quelconque journaliste pour expliquer que c'est à peu près ce qui s'est passé avec la Grèce et un certain nombre de puissances européennes? Mais c'est ça qui est intéressant, par exemple, avec le modèle grec. En tout cas, ce qui est intéressant avec le modèle grec, c'est que c'est la stratégie d'affaiblissement et de destruction de l'économie grecque poussée par les instances européennes avec l'Allemagne en tête, qui a notamment permis à la Chine de s'introduire. La Chine ne se serait jamais introduite d'une telle manière en Grèce, notamment avec des activités dans le secteur de l'électricité, l'obtention par Cosco de 67% du port du Pirée. Maintenant, en Italie, l'Italie qui a rejoint l'initiative des routes de la soie cette année, oui. Si d'autres instances n'avaient pas affaibli et endetté considérablement ces pays. Or, le modèle sri-lankais, est-ce qu'on le voit, on cherche à le transposer à chaque pays qui veut entretenir des relations avec la Chine, essentiellement pour créer un sentiment de rejet à la fois parmi les populations et les instances gouvernantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je pense que... Oui, mais comme j'en ai vous en suscitez d'autres, du coup, je ne prolongerai pas sur ce thème. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Et donc, j'ai une deuxième question liée à toutes vos dernières phrases. Qu'entendez-vous par les Africains demandent à ce que les Chinois s'impliquent un peu plus dans la vie locale? Parce que là, je note quand même une petite dissonance par rapport à ce que nous expliquent nos chers amis compatriotes binationaux venus d'Afrique noire, qui expliquent que la France s'implique trop dans les affaires politiques locales. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à décoder un petit peu là entre ce qui est dit à la grande télévision, pas tout à fait chez Cyril Hanouna, mais presque, et puis la réalité des enjeux politiques Donc avoir une dimension politique, la Chine est présente dans les activités commerciales, extraction, fourniture de biens de consommation, de biens d'équipement, mais on lui a demandé
par exemple, de s'impliquer plus dans les opérations de maintien de la paix. La Chine était très présente dans tous les volets, mais petit à petit, à partir de 2014, on lui a demandé si elle pouvait en faire plus pour stabiliser, on va dire, des États fragiles à travers le continent. C'est la position de l'Union africaine, c'est la position de plusieurs pays. Nous retrouvons aujourd'hui des casques bleus chinois au sein des opérations de maintien de la paix de l'ONU, des opérations d'ailleurs mixtes ONU-Union africaine, au Mali, au Sud-Soudan, dans plusieurs pays, alors que la Chine était toujours réfractaire, un peu d'ailleurs comme les États-Unis, depuis si vous vous rappelez les événements de Somalie en 93, était toujours réfractaire à engager ses hommes dans des opérations onusiennes. Donc là, il y a cette demande spécifique sur les opérations de maintien de la paix. Et il y a un cadre plus global, la Chine étant un des premiers fournisseurs d'armes, notamment de petit calibre, sur le continent africain. Un premier forum sur la sécurité en Afrique s'est tenu à Pékin au printemps 2018. Et là, on a demandé un peu plus de formation, un peu plus d'entraînement, de fourniture, même de réseaux de télécommunications pour les forces de sécurité, que ce soit police ou armée. Donc, et après, je laisse la parole à vos complices. Ce que je comprends de vos propos, c'est que ce qui gêne aussi une partie des pays occidentaux, c'est qu'éventuellement la Chine pourrait représenter un concurrent en ce qui concerne l'armement des différents guérilleros qui luttent en Afrique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la France qui vendait à la fois à l'Iran et à l'Irak. Ou les États-Unis, après les États-Unis qui vendent aux uns et la France qui vend aux autres, et là la Chine rentre dans la bataille, et donc là ça pourrait gêner certains intérêts qui ne sont pas juste la défense des droits de l'homme, de la paix en Afrique et de la bonne entente entre les différentes tribus. Bon, la Chine, la défense des droits de l'homme dans leur version libérale occidentale, ce n'est pas trop leur spécialité. On l'a bien compris, son objectif, que ce soit sur le plan domestique ou à l'extérieur. Mais ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que à la différence, par exemple, des Américains, auprès des partenaires africains dans le secteur de l'armement, le matériel chinois, tout comme le matériel russe, est relativement rustique et bon marché. Il faut dire que quand on voit les guerres qu'il y a eu au Soudan, c'était essentiellement du matériel russe ou chinois. Et ce qui est important aussi pour les Américains et aussi pour certains partenaires occidentaux, c'est que la Chine ne prenne pas le leadership en tant que médiateur dans chaque gestion de sortie de crise que connaît le continent. On le voit avec le retour de la Russie en Afrique. Beaucoup a été dit depuis 2015 sur le retour de la Russie en Afrique, notamment parce qu'elle s'est insérée dans le règlement de la crise en République centrafricaine, ce qui a beaucoup déplu à la fois à Paris et à Washington. Il faudrait éviter que la Chine, en plus, qui a un poids économique évidemment plus considérable que la Russie, ne devienne, le partenaire évident pour chaque médiation. Donc ça, c'est un point important. Laurent, tu voulais intervenir? Oui, juste une question. Bonjour Clément. Tu parles de la première mondialisation, pas de la première mondialisation, la première Sinafrique, entre guillemets, dans les années 90. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt parler de la première tentative de pénétration de la Chine en Afrique, qui est dans les années 70? Mais là, nous ne sommes pas encore dans ce qu'on appelle la Chine-Afrique. Nous sommes dans l'esprit de Bandung. D'accord. Toi, tu le vois comme à l'époque, par exemple, tout le flirt avec Nyerere à l'époque, tout ça. Ça, pour toi, c'était plus dans l'esprit de l'Afrique. Dans l'esprit de Bandung, pardon. L'esprit de Bandung, de la coopération sud-sud. Ouais, d'accord. On ne parle pas encore. L'appareil industriel chinois, à cette époque, au début des années 60, n'est pas ce qu'il est. 70, oui.
Oui, mais en 64, c'est le premier, ce qu'on appelle le premier safari de Chou En-lai. Oui, c'est vrai. C'est en 64, et C'est là, vrai. il énonce les premiers, on va dire, points lors d'une visite au Mali auprès de Modibo Keïta. Ouais. Il énonce les premiers points d'une coopération sud-sud. Ouais. Mais là, on est dans le symbolique, C'est vrai. on est dans le partenariat, on est dans le projet symbole. C'est vrai. C'est-à-dire monter une petite usine modèle avec l'esprit Ouais. maoïste C'est vrai, c'est en vrai. République du Congo. C'est vrai. Ou par exemple, évidemment, le projet phare, construit entre 1968 et 1975, de la première voie ferrée transnationale, Ouais. le Tazara, donc qui relie Dar es Salaam en Tanzanie Ouais. à la gare de Kapirimoshi en Zambie. Oui, oui. Donc là, oui, on est dans un esprit plus idéologique, déjà, à cette époque. Après, il y a Et puis c'était aussi une façon de... C'était en pleine période de concurrence entre les Chinois et les Soviétiques. Oui, exactement. Et on le voit même dans le soutien aux différents mouvements de libération. Oui. Que ce soit, par exemple, la SWAPO en Namibie, ou même... par exemple, le cas angolais. Ah bah voilà, dans le cas angolais, tu avais le MPLA qui était soutenu par les Soviétiques et les Cubains, voilà, et l'UNITA qui était soutenu par les Sud-Africains et les Chinois. Les Sud-Africains, les Chinois et les Américains. Ouais. Donc c'était... et on voit le même cas un peu en Zambie avec la ZANU-PF, Ouais. donc le parti de Robert Mugabe. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai, ça, oui, voilà, ça se faisait pas du tout dans la même perspective. Il y a eu l'esprit des non-alignés, puis la concurrence sino-soviétique à partir des années 60 sur sur l'OPA, sur plusieurs mouvements de libération nationale. Effectivement. Mais nous ne sommes pas encore dans une Chine-Afrique où le volet économique domine. Oui, tout à fait. On n'en est pas encore là. C'est vraiment à partir de 94 à 80, entre 94 et 96. Pourquoi ? Parce qu'en 1994, la Chine entame son virage énergétique. Oui. Donc elle devient importatrice pétrolière, et en 1995-97, c'est là où on voit Jiang Zemin qui accueille à l'époque le président du Soudan, Omar el-Béchir, pour la Chine littéralement construit l'industrie pétrolière soudanaise. Oui. Il y a eu de temps en temps des compagnies occidentales qui s'y sont risquées dans les années 70, comme Chevron, mais c'est vraiment la CNPC qui met en valeur l'exploration-production, le transport, qui construit les pipelines et les raffineries. Ouais. Justement, si on revient un peu disons, à une époque plus récente, tu as souligné, disons, que la Chine ne voulait pas, disons, s'immiscer militairement dans les affaires du continent. Il y a été... Et si tu veux, ce volet défense que la Chine raccroche, disons, tard par rapport à sa pénétration économique, tu as beaucoup insisté dans ton ouvrage sur le fait que les Américains ont, disons, ont une volonté, après avoir été sévèrement douchés lors de l'affaire de Mogadiscio, disons, de revenir sur le théâtre de la défense africaine et de redéployer leur outil militaire. Mais tu le dis toi-même, on raconte tout et n'importe quoi sur, disons, cet engagement américain en Afrique. Comment l'évalues-tu aujourd'hui ? À partir de la création du commandement intégré, ou bien avant, parce que à partir de 2001, il y a effectivement la grande guerre contre le terrorisme que l'administration Bush lance. Donc dans ce cas-là, c'est essentiellement la zone de la Corne de l'Afrique, donc celle qui fait face à la péninsule arabique et au Moyen-Orient, qui est ciblée, d'où l'ouverture à partir d'octobre 2003 de la première base opérationnelle avancée américaine à Djibouti, à Camp-le-Monnier, qui est souvent d'ailleurs utilisée pour dire les Américains ne sont pas en Afrique, ils ne sont qu'à Camp-le-Monnier, ce qui aujourd'hui est faux. Parce que quand on constate qu'aujourd'hui, par exemple, dans la lutte contre les groupes armés terroristes et autres contrebandiers au Sahel, il y a plus de militaires américains au Niger que de militaires français. Donc c'est une présence qui est souvent peu soulignée, mais à partir de 2013, beaucoup de nénuphars, parce que c'est le terme que j'utilise, c'est des petits points d'appui
des petits points d'appui dans une logique archipélagique de quadrillage du continent. Les petits nénuphars américains ont bourgeonné sur tout le continent, essentiellement à partir de 2007-2008, donc la création du dernier commandement militaire régional, donc AFRICOM, qui avait été annoncé en février 2007 et qui est devenu opérationnel en octobre 2008, juste avant l'élection de Barack Obama. En termes de diplomatie longue, vois-tu une évolution sur la politique africaine, enfin sur la politique africaine et de défense en Afrique depuis l'élection de Donald Trump, où il poursuit ce qu'avait fait l'administration démocrate précédente? Il poursuit sur le volet. Il mettra plus l'accent, parce que c'est une tradition des administrations républicaines, sur le volet sécurité-défense. Donc une augmentation des activités de drones, que ce soit au Sahel. Ce mois-ci d'ailleurs, une nouvelle base de drones a été ouverte dans la ville d'Agadez au Niger, donc qui accueillera déjà 2 ou 3 drones armés MQ-9 Reaper, et une augmentation des frappes. On a constaté dès 2017 une augmentation des frappes de drones depuis à la fois Djibouti, donc Camp Lemonnier, et les Émirats arabes unis, une augmentation des frappes contre les activités des Chebab et ses plusieurs branches sur le territoire somalien. Donc, par rapport aux dernières années de la période Obama. Sur le plan économique, on assistera à un renouvellement du cadre commercial que les Américains avaient établi en l'an 2000, qui est l'AGOA. Donc, sur ce plan, il n'y aura pas vraiment de poussée supplémentaire. Il y aura peut-être même plus un retrait, compte tenu des tendances protectionnistes de l'administration Trump. Là où le bas blessera, c'est peut-être même à mieux d'ailleurs pour l'Afrique, c'est des coupes budgétaires nettes dans tout ce qui est aide au développement. Donc aide au développement, appui à la promotion des droits de l'homme. Là, on aura une diminution. On l'a vu dans les premiers budgets sur l'aide au développement fournie par le département d'État, on va dire, à l'Afrique. Je te prends tout de suite au mot camarade. Tu dis c'est peut-être un mieux pour l'Afrique. Je te taquine là, mais néanmoins. Eh oui, mais c'est toute cette thématique de l'aide au développement qu'on a développée et qu'on a promue depuis les années 70. On a très bien vu que ça n'a rien donné. Pour une vision, on va dire, assez complète, moi je renvoie au livre de l'économie zambienne d'Ambisa Moyo, qui a écrit L'aide fatale en 2009, où elle décrit vraiment les mécanismes, on va dire, pervers de ce système profondément paternaliste, et que les Africains aimeraient aussi éviter de subir. On a parlé de si tu veux, il y a un parfait équilibre, je trouve, d'analyse géopolitique dans ton livre. C'est que les 3 acteurs sont, disons, il n'y a pas si tu veux, d'acteurs témoins. C'est-à-dire qu'il y a bien tous les intérêts convergents et divergents des 3 acteurs, parce que nous n'en avons fait que 2. Nous avons fait la Chine, nous avons fait l'Amérique, mais il y a aussi les États africains. Mais oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est là où... Est-ce que cet affrontement n'est pas une chance, pour le tiers exclu, c'est-à-dire une chance à la fois pour les pays africains d'abord, ça je veux d'abord t'entendre là-dessus, et après on prendra une autre partie de la question sur, disons, les relations avec l'Afrique d'autres puissances comme la France, l'Angleterre, voire d'autres, qui pourraient s'immiscer dans ce jeu qui ne peut pas rester un jeu à 2. La question aussi, c'est pourquoi ne voit-on pas plus de coopération sino-américaine, hormis par exemple sur des questions de santé comme la malaria, il y en a eu quelques-unes, mais c'est essentiellement parce que les pays africains aimeraient éviter que, on va dire, Chine et États-Unis allient leurs intérêts contre eux dans une triangulation où ils seraient évidemment le pôle le plus faible. Donc, plus il y a d'acteurs, et plus il y aura mise en concurrence. Et à la limite, pour les États africains, c'est un mieux. C'est un mieux, évidemment. Est-ce que, par contre, ils souhaiteraient vraiment un affrontement ? Je ne pense pas, parce que
vu les stratégies de guerre informationnelle à laquelle s'adonnent les récentes, l'administration Trump évidemment, mais aussi l'administration Obama qui avait commencé lors du deuxième mandat, ça pourrait créer des mouvements, on va dire, ethno-fédéralistes dans certains pays, jouer à faire de la Chine à tout prix un sujet électoral, la présence chinoise, le danger d'émeutes, le danger d'alimenter certains groupes marginalisés au sein des pays, les pousser parfois à prendre les armes. Il y a eu le cas célèbre qui s'est joué cette fois-ci dans un cadre, on va dire, électoral démocratique, qui était Michael Sata, qui était candidat à l'élection présidentielle en Zambie en 2006, et il avait basé toute sa campagne sur une plateforme anti-chinoise. Donc c'était un rejet de la Chine. Il est par la suite devenu président en 2011, et il a dû revoir un peu ses positions, parce qu'on ne peut pas, entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, on va dire, il y a une marge. Mais je pense qu'il faut éviter à tout prix, même si l'accent guerrier de John Bolton, car c'est John Bolton qui a énoncé la nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique en décembre 2018, où l'Afrique est mentionnée certes 40 fois, mais la Chine est mentionnée 18 fois. Donc ça donne un peu le ton belliciste, entre guillemets, bien sûr. Qui est assez coutumier du personnage. Qui est Chine, Russie ou Iran, le personnage ne nous déçoit jamais sur ce plan, quoi. Mais justement, parce qu'il y a aujourd'hui, disons, il y a aujourd'hui d'autres puissances qui aimeraient venir ou revenir en Afrique. Je pense à l'Inde, je pense à la Turquie. On parle peu de la politique africaine de la Turquie, mais je pense également à un pays qui est cher à notre cœur à cette table. Je pense à ce que la France pourrait faire pour, disons, pas pour profiter, mais disons pour renouveler son cadre d'analyse en prenant en compte les données. Et Dieu sait que tu vas extrêmement loin dans le traitement des données. Pour ceux qui veulent vraiment faire un tour du sujet, ton ouvrage, à mon avis, sera un ouvrage majeur. Pour toi, qu'est-ce que peuvent faire des puissances? Alors, je mets de l'Inde de côté, parce que l'Inde ne sera pas une puissance moyenne à cause de sa taille, mais peut faire des puissances comme la France, comme je mets la Turquie, et la Turquie c'est un autre cas, parce qu'elle utilise d'autres biais, entre autres le biais confessionnel, mais par exemple, sur la France ou d'autres puissances moyennes, de se maintenir ou de revenir en Afrique, parce que le désamour franco-africain, à titre personnel, sur le temps long, je n'y crois pas. Alors, se maintenir, donc c'est déjà dans ce que l'on considérait comme notre ancien précaré, donc l'Afrique francophone, essentiellement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Attention, quand j'entends se maintenir, tu as tout à fait raison de me reprendre, j'entends juste de rester un interlocuteur à table. Tu vois, savoir d'avoir des relations équilibrées avec une zone dont le développement aura un impact sur nous. Donc on ne peut pas faire comme si ça ne nous concernait pas. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui. Sur cette zone, oui, renouveler l'approche, parce qu'on a beaucoup... Le risque, ça serait qu'on fasse un retour avec une stratégie en Afrique, mais que ça ne soit pas la nôtre, que ça soit une stratégie européenne. Et ça, je fais un petit paragraphe notamment sur les ambitions allemandes. Tout ce qui est ingénierie, contrôle qualité, je veux dire, les échanges, le stock d'investissement allemand en Afrique depuis 2016-2017 rejoint quasiment le nôtre. Et l'avantage avec les Allemands, c'est qu'ils se sont greffés très tôt sur des projets chinois. Je m'entends par là. La Banque d'import-export chinois fournit un prêt pour la construction d'une grande artère routière dans un pays africain. On voit tout de suite des entreprises, par exemple, d'ingénierie, de conseil en ingénierie allemande, telles que Gauff, Lachmeyer ou Fischner, se greffer tout de suite pour faire du contrôle qualité, du conseil,
Et de là, ils ont réussi à développer plus de coopération, on va dire, tripartite que nous. Nous avons fait quelques coopérations symboliques, tripartites, avec les Chinois. Je pense notamment à la modernisation du réseau télécommunications en Éthiopie, où là, Orange France Télécom s'était associé à ZTE. On a l'exemple récent de l'extension du port en eau profonde de Kribi au Cameroun, où là, c'est Bolloré, CMA CGM et l'entreprise chinoise CHEC qui s'occupe de tout le volet, on va dire, construction. Mais je pense qu'il faut continuer à poursuivre, notamment en Afrique francophone, des coopérations tripartites dès qu'on le peut. Parce que sinon, progressivement, nous allons nous faire... si nous cherchons à nous cramponner, à dire non, les Chinois sont des envahisseurs, ils viennent dans notre partie, ça pose un problème et les pays africains joueront très bien de la concurrence. On l'a vu avec la perte de la portion ferroviaire entre Niamey et Cotonou. Bolloré Africa Logistique a perdu cette portion parce que le président du Bénin, Patrice Talon, n'était pas satisfait du contrat. Et qui s'est positionné immédiatement? La CRCC, donc un géant chinois du ferroviaire qui était déjà actif dans le pays voisin, au Nigeria, pour la construction de toutes les lignes grande vitesse au sein du pays. Donc les coopérations tripartites seront obligatoires. La question, c'est est-ce que sur le plan géostratégique, on va se greffer sur le rejet impulsé par les Américains? Car les Américains sont nos principaux, on va dire, partenaires sur tout ce qui est volet sécurité en Afrique de l'Ouest. Sahel essentiellement. Tout ce qui est transport tactique, volet ISR, donc reconnaissance, renseignement. Beaucoup de nos opérations en Afrique, notamment le soutien logistique, n'auraient pas pu garder un rythme conséquent sans la présence américaine. Donc est-ce que nous saurons manœuvrer à ce niveau sans susciter un sentiment de rejet encore plus fort qu'il ne l'est déjà? Ça, c'est une question que je laisse ouverte. Donc, nous avons lancé un programme de soutien aux PME et TPE africaines récemment. Donc, c'est l'Agence française de développement qui a lancé le programme. Déjà, il a lancé le programme qui se nomme Choose Africa. J'aurais aimé choisir l'Afrique, personnellement. Mais bon, les auditeurs de Radio Courtoisie, oui, aussi. Oui, je pense aussi. Je veux dire, on reprend exactement toute la terminologie des programmes précédents américains qui ont été... Qui ont donné des résultats, on va dire, moyens et mitigés, des programmes que j'expose d'ailleurs dans la 4e partie de mon livre. Donc Anne-Laure, moi, j'ai encore une question. Alors, je rappelle juste aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils entendent actuellement Clément Nguyen, qui a écrit un livre intitulé... Donc, qui a écrit, le livre est à paraître, un livre intitulé « Le dragon et l'aigle » sur les luttes d'influence entre États-Unis et Chine en Afrique. Et moi, j'ai deux questions à vous poser. Donc, vous entendez Clément Nguyen. Pierre-Yves Rougeron lui pose les questions puisqu'il est son complice au cercle Aristote, camarade. Et de temps en temps, mais ils sont bien silencieux, vous devriez entendre la voix de Sébastien Laperche et Laurent Henninger. Qui peuvent évidemment intervenir quand ils le souhaitent. Alors moi, j'ai deux questions à vous poser, cher monsieur. D'une part, vous nous avez beaucoup parlé de l'Afrique subsaharienne, que moi j'identifie comme étant plutôt l'Afrique Nord. Vous nous parlez très peu du Maghreb et de la Chine au Maghreb. En tout cas, c'est le sujet du livre. Et puis, ensuite, dans les bascules qui se font pour l'obtention des marchés divers et variés, est-ce que la France n'est pas un peu trop timide ou les entreprises un peu asséchées en matière de pot de vin. De soutien financier. Pot de vin. Moi, j'ai pas peur des mots. Pot de vin ou corruption, voilà, parce qu'on sait très bien que certains marchés, il n'y a pas que en Afrique. On sait que ça fonctionne aussi comme ça en Europe. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de rétrocommission où les entreprises françaises ne peuvent plus suivre leurs concurrents? Mais il y a aussi une question de poids et de taille des concurrents. Je vous prends un exemple, le Libéria, par exemple. Le Libéria
fait un appel d'offres public pour la construction d'une route, d'une grande nationale qui doit traverser le pays. Il y a une entreprise française qui répond à l'appel et il y a 10 entreprises chinoises. Donc je pense que aussi le calcul est fait, sachant que cette entreprise française sera peut-être une entreprise privée, alors que les entreprises chinoises arriveront, ce seront des entreprises publiques et qui bénéficieront des agences de crédit à l'export de la Chine. Quand on voit les activités de la Banque d'import-export chinoise et quand on voit l'activité de nos agences, normalement de soutien sur les marchés extérieurs, que ce soit la BPI ou la Proparco, la Proparco qui est maintenant qui est rattachée à l'Agence française de développement, les sommes sont totalement disproportionnées entre les deux. Et sur la question de la corruption, beaucoup de groupes chinois se sont aussi fait choper pour la corruption, aussi bien dans des transactions, on va dire, bilatérales, ça a été révélé par des audits, ou alors la Banque mondiale les a attrapés, les a exclus même des projets qu'elle supervisait. Donc non, les Chinois sont aussi doués D'accord, il n'y a pas de différence. Dans les circuits de corruption. On l'a vu un peu en Angola, avec la pénétration. Notamment, il y a un homme de réseau, parce que lorsqu'on parle des réseaux de la France-Afrique, on parle souvent d'hommes de réseau. Sampa, qui était un homme d'affaires chinois, très présent dans les industries extractives, a alimenté beaucoup de réseaux de corruption, que ce soit en Angola ou au Gabon. Et il s'est fait lui-même liquider, on va dire, dans la grande campagne anticorruption que Xi Jinping a menée entre 2013 et 2015. Voilà, c'est des réseaux, on va dire, informels, un peu troubles, et qui existent également. Nous ne sommes pas ce n'est pas parce que nous avons l'ancienneté sur ce théâtre que nous sommes foncièrement plus corrompus. Non, je pense pas que les Français soient plus corrompus. C'est juste que ce sont des usages qui ont cours et qui ont longtemps eu cours en Afrique. Donc ma question était, est-ce que la France arrive à tenir la course sur les enveloppes occultes ou pas? Voilà. Donc ce que vous nous indiquez, c'est qu'on a à peu près tous les mêmes compétences. Simplement, il y a moins de candidats et donc voilà. C'est pas un problème de corruption. C'est que les Chinois, notamment sur les grands contrats d'infrastructure, ils coûtent 40% moins cher. Voilà. Le calcul des officiels africains est assez rapide sur. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont l'enveloppe plus la route construite à moitié prix. Voilà, et quand ils amènent, par exemple, des ouvriers conseils, ils n'ont pas besoin de logement, d'assurance pour les personnes, de débloquer tout on va dire que le travailleur chinois en Afrique sait s'adapter aux conditions, on va dire, plus rustiques et plus difficiles que par exemple l'homme d'affaires américain qui ne se déplace pas sans son 4x4 vitre fumée et l'autorisation de l'ambassade. Donc c'est plus simple. C'est plus simple, c'est plus adapté au terrain. L'indigénisation est plus pratique. Pourtant, on pratique, en France, on a longtemps pratiqué les mariages mixtes. Mais ce que vous me dites, c'est que c'est pas pareil. Derrière, en termes d'efficacité de travail, le problème, c'est pas le mélange des cultures, c'est bien l'efficacité au travail. Donc, pouvoir se déplacer et pas être trop regardant sur les réglementations d'hygiène, des choses comme ça. Regardant. Bon. Et quant à l'Afrique du Nord, tout ce qui est Maghreb, est-ce que vous traitez de ce sujet dans le livret et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je le traite pas, c'est pas le cœur du livre. J'ai choisi de prendre l'Afrique subsaharienne, essentiellement parce que les Américains, eux, font une distinction dans leur approche. Par exemple, le régime commercial américain, l'AGOA, ne concerne pas les pays du Maghreb et du Machrek. D'accord. Dans leur approche militaire et diplomatique, ils ont souvent rattaché l'Afrique du Nord à la zone Moyen-Orient. Donc encore aujourd'hui, dans le commandement militaire régional américain en Afrique, l'Égypte est exclue de l'Afrique. Elle est rattachée à la zone Moyen-Orient. D'accord. Et même l'approche chinoise sur les deux rives du Sahara est différente. Je mentionne un peu évidemment parce que l'Algérie est la principale récipiendaire, on va dire, des prêts
et des activités des groupes de construction chinois en Afrique du Nord. Le Maroc a inauguré le premier forum business Chine-Afrique à l'automne 2017. Et puis il a créé un immense parc industriel à Tanger qui accueille des entreprises chinoises. Mais je n'en fais pas sur la question notamment des secteurs que j'ai privilégiés dans le livre, secteurs d'activité, que sont les industries extractives, donc pétrole, gaz et minerais, et de l'autre côté travaux d'électrification. Je reste essentiellement concentré sur l'Afrique subsaharienne, parce que c'est là où le gros des activités se fait, quoi. D'accord, très bien. Laurent. Oui, une question, Clément. Tu parles effectivement de cette pénétration essentiellement économique chinoise en Afrique. Qu'en est-il de la pénétration économique des Russes en Afrique ? La pénétration économique des Russes, elle est extrêmement ciblée. Donc il y a eu des rôles sur le secteur agricole avec le Maroc, et évidemment le secteur de l'armement et de la sécurité. En Afrique du Nord, elle a commencé par l'Afrique du Nord, évidemment. Donc l'Égypte, on a vu les très bonnes relations qu'entretient Vladimir Poutine avec Abdel Fattah al-Sisi en Égypte. Évidemment l'Algérie, très gros client dans l'armement. Et après, sur d'autres secteurs extractifs, donc on retrouve Alrosa, la grande compagnie sur les diamants, bien sûr. Diamantifère. On a Rusal, donc Rusal qui est très présente notamment dans la bauxite en Guinée. Donc on a Rusal, on a évidemment la promotion du nucléaire civil, et c'est là où Rosatom a peut-être une carte à jouer et se retrouvera en concurrence avec le chinois CGN. Pour vendre des centrales là-bas ? Oui, parce qu'une dizaine de pays africains est en discussion avec la IEA. Ils sont en pourparlers. Certains ont eu une certification d'ailleurs pour ouvrir le nucléaire civil, une filière de nucléaire civil dans leur pays. Donc les Chinois, eux, sont plus proches du Kenya, par exemple. CGN aimerait vendre son réacteur Hualong à Nairobi. De l'autre côté, la Russie est en discussion, on va dire, très avancée avec l'Afrique du Sud et le Nigeria. Après, sur les ventes d'armement, on a évidemment l'Algérie, je l'ai mentionné. On a eu quelques livraisons, on va dire, symboliques, mais d'importance auprès de la République centrafricaine. D'ailleurs, je pensais pas tellement au marché de l'armement, parce que là, ils ont toujours été un peu présents. Oui, l'économie civile, je sais pas. Alors, soit effectivement l'extraction, soit les infrastructures, c'est-à-dire les deux domaines dans lesquels la Chine est également présente. Là où des compagnies, la compagnie RZD, donc les rails de Russie, auraient une carte à jouer dans certains projets de corridors transafricains, notamment parce que certains pays ne voudraient pas accorder toute une portion du réseau national aux compagnies chinoises et qu'ils aimeraient diversifier leurs partenaires. Et c'est là où, par exemple, Pierre-Yves tout à l'heure mentionnait la Turquie, une société comme Yapı Merkezi, donc une société spécialisée dans le ferroviaire, a obtenu de très bons contrats dans le secteur ferroviaire, que ce soit en Éthiopie ou en Tanzanie. Donc des pays jugés extrêmement proche de la Chine. En plus. Ça n'a pas empêché la compagnie Yapı Merkezi d'emporter des tronçons, on va dire, extrêmement importants pour les gouvernements respectifs. Bien sûr. Mon cher Clément, nous arrivons à la fin de cette présentation, et je le dis sincèrement à regret, parce que on l'écouterait des heures. Tout à fait. Donc, en tout cas, ce n'est qu'un petit aperçu de cet ouvrage qui est à apparaître dans quelques jours. J'en rappelle les données. Donc Clément Nguyen, Le Dragon et l'Aigle, lutte d'influence en Afrique subsaharienne. Bernard Giovanangeli, éditeur. Donc très courageuse maison d'édition de géopolitique et d'histoire militaire. Je ne saurais trop recommander cet ouvrage à ceux qui ont, disons, qui veulent savoir ce qu'une étude géopolitique un peu trapue
veut dire. Voilà. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de rappeler aux auditeurs la date d'intervention de Clément Nguyen devant le Cercle Aristote ? 9 septembre. Le 9 septembre, qui est un lundi. Comme toujours. Et lundi, 20h, 1 boulevard du Montparnasse, donc qui a fait le François Copé, grand écrivain patriote du 19e. C'est le grand café qui fait l'angle du boulevard Montparnasse, vous ne pouvez pas le louper. Juste au-dessus du métro du Roc. Métro, donc, et s'ils viennent en métro, la station de du métro, Roc. métro du Roc. Voilà, chers auditeurs, je pense que vous aurez vraiment l'occasion d'entendre cette conférence qui sera passionnante. En général, les conférences durent 2 heures, c'est ça ? Alors, il y a entre 45 minutes, 1 heure, parfois un peu plus selon ce dont l'invité a besoin. Et ensuite, il y a une 30aine de minutes de questions, une signature, puis un verre de l'amitié qui a lieu sur le boulevard un petit peu plus haut. Très bien. Clément Nguyen, est-ce que les auditeurs qui sont curieux de suivre vos travaux peuvent vous retrouver évidemment sur le site du Cercle Aristote, mais est-ce que vous avez un blog, un site internet, vos réseaux sociaux ? Non, je n'ai pas de blog, de site internet, mais les lecteurs intéressés peuvent me retrouver régulièrement dans les pages de la revue Perspective Libre. Donc c'est là où je publie mes écrits les plus denses, on va dire. Très bien. Merci beaucoup pour cet exposé. C'était un plaisir de vous entendre. Clément. Merci à vous de m'accueillir. Je vous en prie. À très bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt, monsieur. Clément. Au revoir. Bientôt.